Voilà. Alors nous irons peut-être 5 minutes de plus comme ça. Bon. Alors j'avais essayé de montrer que l'utilitarisme ou le principe moral, la théorie morale selon laquelle la morale dépend du principe du bonheur, du plus grand bonheur pour le plus de gens possible, était une pensée, était une théorie à laquelle il fallait prêter attention malgré, disons, les côtés naïfs que l'on pouvait trouver chez Bentham, malgré aussi l'idée de nos jours que le progrès vers le bonheur est quelque chose qui se heurte à un grand scepticisme. La doctrine de Bentham, n'est-ce pas, dont j'avais parlé, qui sera reprise et transformée par John Stuart Mill, n'a rien d'absurde, en fait. Déjà, Bentham, puis Mill, s'attaquent à ceux qui les regardent de haut et considèrent le plaisir, pris en tant que fin de toutes les actions humaines, comme un principe bas ou vil ou épicurien, entre guillemets, qui donc ne considère pourtant la douleur comme un mal et l'absence de douleur ou le plaisir comme un bien. Bentham pensait qu'on pouvait organiser la société au moyen de lois qui maximiseraient le plaisir dans cette société. Il est vrai que, si l'on parlait ici de principe de plaisir, Bentham se chargeait d'inscrire dans son principe ce que Freud appellera principe de réalité, car la société était bel et bien chargée de punir, légalement ou moralement, c'est-à-dire par une sorte de sanction populaire, par la pression morale des gens, de punir ceux qui se comporteraient contrairement à cette règle. C'est-à-dire ceux dont les actions contribueraient à augmenter la douleur ou le caractère mauvais dans l'humanité. Mais nous reviendrons à la fin de ce cours sur la question du principe d'utilité et de sa justification. Disons seulement pour l'instant que rien n'oblige le moraliste à donner raison à Schopenhauer ou à Nietzsche, qui fondent l'existence dans la douleur elle-même. La conviction de Bentham le portait à critiquer l'ascétisme comme contraire à l'aspiration primaire des hommes vers le bonheur. Et il aurait sans doute critiqué pour les mêmes raisons l'aristocratisme nietzschéen fondé sur une douloureuse affirmation de la vie, sur une affirmation de la vie qui ne pouvait se fonder elle-même que sur la douleur qui est en somme l'unique noblesse. Et bien sûr, dans la généalogie de la morale, par exemple, Nietzsche n'a que mépris pour l'utilitarisme. Faire le bonheur des hommes en faisant régner de bonnes lois pour tout le monde, c'est pour Nietzsche donc le signe même de la décadence. Cependant, sans insister pour le moment sur ces critiques, il est un point où l'utilitarisme est vulnérable. Il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas un point où l'utilitarisme est vulnérable, et c'est la question de la justice. La maximisation du plaisir dans une communauté n'implique pas nécessairement une juste distribution du bonheur ou du plaisir. Sans doute puis-je, à moi tout seul, décider par exemple de supporter, pour reprendre les unités de Bentham, puis-je décider de supporter moi-même 5 unités, mettons, de souffrance, en vue d'obtenir 10 unités de plaisir quelques jours plus tard, par exemple, n'est-ce pas? Ou je peux décider d'aller me faire arracher une dent pour ensuite être libre de toute espèce de douleur de ce côté-là pendant quelque temps. Mais ce n'est pas du tout la même chose de demander à A, mettons, à une personne A, de subir 5 unités de souffrance afin que B ait 10 unités de plaisir. N'est-ce pas? Il ne semble pas que cela soit juste. On pourrait admettre cela dans des relations très étroites entre des gens, comme entre la mère et l'enfant, par exemple, n'est-ce pas?
sacrifier du plaisir pour le plaisir d'un autre, mais dans la société en général, on ne peut pas demander à une partie de la société de porter le poids de la souffrance, tandis que l'autre aurait celle du bonheur, même si le bonheur total est suffisamment grand dans cette société. Je crois que c'est Dostoïevski qui disait que la seule souffrance d'un enfant solitaire suffisait à discréditer une société, n'est-ce pas? Alors, évidemment, si l'on allait jusque-là, alors l'utilitarisme ne pourrait pas faire face, évidemment. L'utilitarisme ne répond que très mal à cette objection, car il tend à considérer la société comme l'addition des individus qui la composent, ou peut-être davantage encore, chez Sidgwick, chez d'autres, comme on le trouve dans la critique que fait Rawls de l'utilitarisme, ou plutôt, disais-je, comme s'il s'agissait d'un seul individu, comme je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, qui calcule la répartition de ses plaisirs et de ses douleurs de façon à maximiser ses plaisirs. Comme si, donc, la société était une sorte de vaste organisme qui déciderait alors de répartir ses douleurs et ses plaisirs sur ses membres, un petit peu comme les termites ou les abeilles répartissent les tâches de manière naturelle entre les individus, n'est-ce pas? Alors, si la somme de plaisir augmente pour la société entière, c'est un progrès sans qu'on se demande vraiment si ce plaisir est réparti avec équité, fairness, entre les individus. Bentham, nous l'avons vu, est d'abord un homme de droit, enfin de loi, n'est-ce pas, un juriste, et il se soucie du fonctionnement d'une société. Stuart Mill sera beaucoup plus explicite sur la question de la justice, nous en parlerons peut-être en parlant du dernier chapitre de l'utilitarisme, et des droits de l'individu dont il parle dans On Liberty. Bentham semble, quant à lui, penser que la maximisation du bonheur entraînera un peu automatiquement son égalisation, entre autres par le mécanisme dit de la diminution de l'utilité, un mécanisme qui fonctionnerait ainsi: plus on a de plaisir, moins on en a besoin, de sorte que la quantité de plaisir ira plus aisément, s'il y en a plus en général, vers ceux qui en sont encore dépourvus. Ce principe ne semble pas du tout convaincant, n'est-ce pas? Et bien plutôt, semble-t-il, si rien ne règle la distribution, on va voir les biens, sinon le bonheur, affluer vers celui qui en a déjà et fuir celui qui n'en a que très peu. C'est malheureusement bien ce qui arrive en général, n'est-ce pas? Mais enfin, ce principe de diminution de l'utilité, ce serait justement qu'une fois la coupe pleine, en quelque sorte, chez un certain nombre de personnes, le bonheur refluerait sur les autres presque automatiquement. La société s'améliorera en général, n'est-ce pas? Il y aurait alors à ce moment-là quelque chose pour tout le monde. Notez que curieusement, l'un des deux principes de Rawls est assez proche de cela. C'est le principe qui, dans la théorie de Rawls, qui n'est alors pas l'utilitarisme, c'est une théorie du contrat, l'un des deux principes de Rawls admet l'inégalité des conditions, à condition que cette inégalité profite aux plus défavorisés. N'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose que le principe de diminution de l'utilité, à vrai dire. C'est un autre principe, mais qui est aussi une espèce de balance, comme cela, n'est-ce pas? Où alors on admet l'inégalité des conditions, mais si la société en général en profite, et plus particulièrement les plus défavorisés, cette inégalité est profitable. Cette inégalité est conçue comme équitable à ce moment-là, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose de beaucoup moins discutable, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, nous reviendrons sur cette question de la justice. La critique que fera Rawls de l'utilitarisme portera sur les droits fondamentaux des personnes, de la liberté. Et cette critique ne portera d'ailleurs pas vraiment contre Mill, qui se soucie bien davantage
de la question de la justice. Cette question de la justice, c'est un peu la pierre d'achoppement dans l'utilitarisme, n'est-ce pas, qui est une théorie, on pourrait dire, presque organiciste de la société, où il s'agit d'organiser la société sans qu'on se soucie trop de la façon dont ce bien ou ce bonheur va généralement se distribuer. C'est une théorie qui veut pousser la société vers un état meilleur, général, n'est-ce pas? Et nous l'avons vu, le genre de théorie qu'est l'utilitarisme, c'est une théorie téléologique avant tout, n'est-ce pas? Et c'est ce qui rend difficile le problème de nature déontologique, justement, des droits fondamentaux, quelle que soit peut-être la question du bonheur ou du malheur, des droits véritables des individus, n'est-ce pas? Il est frappant ici, je dis ça simplement en passant, n'est-ce pas, de voir par exemple à quel point les enfants dans les écoles, par exemple, seraient peu utilitaristes dans ce domaine, n'est-ce pas? Pour eux, la morale se manifeste très souvent par l'injustice qu'ils constatent, et ils sont très sensibles justement à cela, n'est-ce pas, surtout quand elle les touche eux-mêmes. Et il s'agit, n'est-ce pas, de quelque chose qui est très, très important et très premier dans le jugement que nous faisons de la conduite, cette question de la justice. Alors, je pense qu'il faut comprendre Bentham sur le fond de l'idée de progrès, idée que nous critiquons volontiers et considérons souvent comme dépassée. Il faut, pour comprendre une telle idée, se placer dans la société de la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, par exemple. Il faut pouvoir contraster une société traditionnelle, telle une ville ancienne, aux rues étroites et tortueuses, où la majorité des hommes sont pauvres et soumis à une ou à des autorités écrasantes et le plus souvent arbitraires, n'est-ce pas? Avec une société telle que la rêve Bentham, où l'humanité se prend en charge, se fixe un but, ordonne par des lois rationnelles cette ancienne ville tortueuse pour en faire une cité moderne. Je crois qu'il faut voir ça dans cette perspective. Alors, nous vivons dans une telle cité moderne et nous n'y trouvons peut-être pas trop de bonheur, justement. Mais il faut imaginer un monde, plutôt pas imaginer, mais enfin se reporter à un monde passé qui a bien été réel, où cette rationalisation de la vie sociale est vue comme un bien parce qu'elle n'est pas encore faite, une lumière nouvelle, une approche scientifique des faits sociaux et moraux. La caricature de cette vue progressiste, ou de cette, n'est-ce pas, de cette vue rationalisante, c'est ce personnage dont je vous avais lu le portrait dans Dickens, ce Gradgrind dont je vous avais lu le portrait la dernière fois. Mais la réalité, c'est que la vie sociale, avec ses criantes misères, pouvait et devait être éclairée par une forme de raison. Souvenons-nous que, ce que je disais la dernière fois, qu'au XVIIIe siècle, au moment où écrit Adam Smith, plus tôt alors que Bentham, 50% des enfants des pauvres meurent avant 20 ans, et la plupart en bas âge, à cause de l'extrême dureté de la vie et de la misère de leurs parents. Alors, dans ces conditions, la notion de bonheur n'est pas un vain mot, n'en déplaise au Nietzsche de la généalogie de la morale. Il signifie une élévation concrète du niveau de vie, il signifie sécurité, santé, en un mot plus de bonheur peut-être, dans un sens très simple du terme, moins de douleur et de misère. Quoi de plus normal alors que de penser à une réforme du système social, légal et politique en termes de bonheur pour le plus grand nombre. Et pour cela, pense Bentham, il ne sert à rien que chacun se fasse son opinion subjective sur les lois. Il ne sert à rien de se fier à une prétendue loi naturelle.
il convient de créer un système rationnel qui, globalement, sera capable de favoriser les tendances au bonheur, les actes produisant du bonheur au détriment de ceux qui tendent au malheur général. Ce seront des théories utilitaristes qui inspireront ceux qui vont au XIXe siècle en Angleterre créer le socialisme anglais, qui sera réformiste et progressiste, qui n'a guère été marxiste. C'est souvent l'utilitarisme qui inspirera la lutte contre la situation intolérable des pauvres créée par la révolution industrielle, misère, maladie, drogue, criminalité, etc., n'est-ce pas? Et contre peut-être l'idée de certains grands bourgeois anglais de la fin du XIXe siècle, dont l'opinion aurait certainement plu à Nietzsche, qui pensaient à peu près comme Nietzsche qu'il faut aider ces pauvres et ces malades à périr. Certains de ces grands bourgeois aristocrates anglais voyaient presque les choses en termes d'extermination. L'utilitarisme ne pense pas ainsi, mais envisage avec quelque illusion, sans doute, n'est-ce pas, une prise en charge rationnelle de cette situation, une amélioration générale de la vie des hommes. Le but pour Bentham de cette action rationnelle, c'est le bonheur, et il ne considère pas tellement la question de la morale individuelle, il envisage les structures sociales et comment transformer ces structures d'une façon telle que l'ensemble des gens y soient quantitativement plus heureux. Ces structures vont impliquer des sanctions contre certains individus qui enfreignent les lois, mais comme les lois devront être bonnes et rationnelles, ces sanctions auront pour fin de corriger les coupables et de donner un exemple salutaire aux autres qui ne souhaiteront pas souffrir les peines qu'on imposera aux coupables. Inutile de dire ici toute la naïveté qu'il y a dans une pareille vue des choses. Et j'avais parlé la dernière fois de cet autre personnage de Dickens, parce que c'est bien de toutes ces questions dont Dickens s'occupe, de ce personnage Uriah Heep, mis dans une institution de correction benthamite dans David Copperfield, et qui est donc un fiefé hypocrite, qui se trouve avoir le premier prix de bonne conduite dans cette institution, simplement parce qu'il a trompé tout le monde. Alors, cela est une caricature qui correspondait sans doute parfois à la réalité, et Dickens savait bien que les institutions sociales ne corrigent pas nécessairement l'individu et qu'on ne convainc pas facilement un criminel que la société lui veut du bien. De toute façon, nous verrons aussi Stuart Mill dans son ouvrage L'utilitarisme répondre en partie indirectement à des critiques du genre de celle de Dickens. Stuart Mill qui, de son côté, se distance beaucoup des benthamites farouches, dogmatiques, froids, en somme, et déclare qu'il y a toujours eu des moralistes de ce genre, pédants et inhumains, qu'ils soient utilitaristes ou autre chose, et que ce n'est pas l'utilitarisme qui a créé ce genre de personnes. Alors, pour passer de l'œuvre de Bentham à celle de Stuart Mill, nous pouvons examiner, nous en reparlerons probablement à la prochaine heure, un texte de Mill sur Bentham publié en 1838 dans la London and Westminster Review. D'après Mill, personne avant Bentham n'avait osé parler des lois en Angleterre de façon critique, c'est-à-dire disrespectfully, sans respect. Et personne n'avait osé dire que les lois et les institutions sont pour une grande partie non pas le produit de l'intelligence et de la vertu, mais d'une corruption moderne
greffé sur une barbarie ancienne. Je cite là un passage de Bentham. Are in the great part, these laws are in the great part not the product of intellect and virtue, but of modern corruption grafted upon ancient barbarism. Bentham, selon Mill, a porté la lutte contre l'absurdité dans le domaine des choses pratiques et dénoncé dans les institutions la fraude, le mensonge, la bêtise, bref, l'immoralité au sens tout simple du terme. Mill nous dit que Bentham a introduit dans la morale et la politique des habitudes de pensée essentielles à l'idée de la science, et il pense ici à l'esprit d'analyse porté par Bentham jusqu'à une minutie et un souci extrême du détail. C'est là où on pourrait retrouver la source de ce pédantisme dont j'ai parlé tout à l'heure, de cette vue de théoricien, au fond, qui ne tient pas compte des facteurs individuels. Bentham s'efforcera d'analyser les éléments d'un crime, par exemple, qui par ailleurs est évident, mais il voudra l'analyser selon les principes utilitaristes. Il distinguera par exemple, primo, le mal fait à la victime, deuxièmement, le danger créé par l'exemple donné par le coupable, et l'alarme ou le sentiment d'insécurité créé chez les autres formera une partie du crime. Troisièmement, la paralysie des activités utiles qui est due à l'alarme et les ressources qu'il faut déployer, la police par exemple, pour se garder du danger, sont comptés comme des facteurs faisant partie de ce mal. Et après cela, Bentham prouvera, ce qui nous paraît ridiculement pédant, que les souffrances de la victime l'emportent sur le plaisir pris par le criminel à son acte. Alors là encore, n'est-ce pas, le principe individualiste, le principe utilitariste, pardon, nous paraît singulièrement insuffisant en morale sur ce point-là. Parce que il ne nous semble pas qu'un tel calcul des souffrances de la victime et des plaisirs du criminel soit véritablement l'essentiel du caractère moral ou immoral de l'action. Nous aurions tendance à dire que, bien même si les SS et les tortionnaires nazis avaient pris un plaisir considérable à faire ce qu'ils ont fait, même plus grand que la souffrance de leurs victimes, eh bien qu'ils ne seraient tout de même pas justifiés à avoir fait cela. Mais Bentham veut systématiser les choses, n'est-ce pas, et faire de ce principe d'utilité un calcul, véritablement, de façon à pouvoir véritablement mettre le doigt sur l'avantage qu'il y a à agir de telle façon en vue du bonheur général. Alors justement, Mill, après avoir loué l'esprit critique de Bentham, lui reproche son étroitesse d'esprit. Mill reproche à Bentham son manque d'imagination et l'expérience limitée qu'il a de la vie et de l'homme. Il écrit dans ce texte, « The bad part of his writings », la partie mauvaise de ses écrits, is his resolute denial of all that he does not see. C'est son refus résolu de tout ce qu'il ne voit pas, of all truths but those which he recognizes, de toutes les vérités, sauf celles qu'il reconnaît. Donc une sorte d'étroitesse d'esprit qui lui fait refuser tout ce qu'il ne voit pas, tous les aspects de la vie humaine qui lui échappent par une forme de légalisme un peu étroit chez Bentham. Et ce que, d'après Mill, Bentham ne voit pas, et là il a peut-être raison, n'est-ce pas,
c'est précisément la conscience morale, ce que Mill appelle, lui, la conscience morale. La poursuite par l'homme, dit-il, d'un idéal de perfection spirituelle. Bentham voit l'homme comme commandé par le plaisir et la douleur, par l'amour de soi, la sympathie pour autrui, la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Et Mill pense que tous ces critères ou ces points de vue sont insuffisants. Et Mill pense visiblement ici à Kant lorsqu'il dit que Bentham n'a aucun sens d'une conscience morale qui, à l'intérieur de l'homme, approuve ou accuse ses intentions ou ses actions. Alors, oui, Mill aura un petit peu de peine à conserver les fondements de l'utilitarisme n'est-ce pas, en prenant une position tout de même assez kantienne sur ce point-là. Parce que Bentham lui-même était alors conséquent, n'est-ce pas, et il appliquait cette théorie du plaisir et de la douleur jusqu'à ses dernières limites. Tandis que chez Mill, qui conserve cette théorie, on a en même temps, à la fois, ce n'est peut-être pas vraiment contradictoire, on a à la fois l'idée d'une conscience morale, d'une intériorité de la conscience, n'est-ce pas, qui ne se laisserait pas réduire à une sorte de calcul objectif à la façon de Bentham. L'idée qu'a Bentham du monde, dit-il, c'est celle d'une collection de personnes poursuivant chacun son intérêt séparé ou son plaisir, seul pourrait prévenir ces personnes de se bousculer l'un l'autre plus qu'il n'est nécessaire. Donc on pourrait seulement tenter d'empêcher qu'ils ne se bousculent de cette façon par des espérances et des craintes dérivées de trois sources, la loi, la religion et l'opinion publique. Donc, ça, c'est des choses dont Bentham tient compte. Phrase un peu difficile à construire en français, parce qu'elle est, je la relis là en anglais, Bentham's idea of the world is that of a collection of persons pursuing each his separate interests or pleasure, and the prevention of whom from jostling one another more than is unavoidable may be attempted by hopes and fears derived from three sources, the law, religion, and public opinion. Alors, bien sûr, cela est une vue du monde que Mill ne partage pas, n'est-ce pas? Cette sorte de poursuite par chacun de son plaisir, tout étant réglé par un certain nombre de choses, la loi, la religion, l'opinion publique, la pression de l'opinion publique, ce sont des choses insuffisantes pour fonder la morale. Pourtant, Stuart Mill loue Bentham d'avoir rationalisé ce qu'il appelle « the business part of human affairs », difficile à traduire cela, la partie des affaires humaines qui ressemble, la partie des choses humaines qui ressemble aux affaires, business, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait dire la partie pratique? Ce n'est pas entièrement cela, n'est-ce pas? Ce sont les transactions entre les individus, les transactions assez extérieures qui ressemblent aux affaires que l'on peut faire, je ne sais pas moi, dans l'industrie par exemple, n'est-ce pas? Il dit, donc Mill, Bentham a trouvé la philosophie du droit dans l'état de chaos. He found the philosophy of law chaos. He left it a science. Et il laissa cette philosophie du droit dans l'état d'une science. C'est-à-dire qu'il réussit à la faire aller jusqu'à l'état de science. Il trouva une pratique de la loi qui était une écurie d'Augias, dit-il, et il nettoya cette écurie. Mais voilà, Bentham n'aurait pas vu
que la vie humaine ne se réduit pas à cette business part, à cette partie des affaires. Mill, qui restera fidèle à l'utilitarisme, c'est-à-dire à l'idéal du plus grand bonheur pour le plus grand nombre, essayera ou tentera de lui donner une autre dimension en reconnaissant toute la diversité des sentiments humains et en montrant l'importance de l'individu que Bentham négligeait. Sur ce point, Mill, dans cet écrit sur Bentham, lui fait une dernière critique. La théorie du gouvernement de Bentham, appelée radicalisme à l'époque, consistait à soutenir que la majorité doit gouverner. Et Bentham poussait les choses très loin, ça va dans le sens de ce qu'il dit de la pression de l'opinion publique, et presque jusqu'à une dictature de la majorité à laquelle les gouvernements devaient être entièrement soumis. Alors, Mill reste partisan du règne de la majorité, comme les radicaux de l'époque, mais il insiste sur la nécessité d'une opposition, sur le rôle essentiel des minorités et sur l'expression des résistances des individus à la toute-puissante opinion publique de Bentham. On peut penser ici à ces choses que racontent les gens qui ont vécu le nazisme, n'est-ce pas, ou les années après 1933, en ce qui concerne la pression de l'opinion publique, de toute la foule des gens regardant le saccage d'un magasin juif dans une ville allemande, les gens ne faisant rien, n'osant rien faire, n'est-ce pas, puisque tout était pris par cette atmosphère de terreur dans laquelle personne n'osait intervenir sans pourtant approuver ce qui se passait. Et on peut dire en général, n'est-ce pas, que Mill avait parfaitement raison en pensant à la nécessité d'une opposition dans un gouvernement démocratique, disons, majoritaire, qu'il avait parfaitement raison parce qu'il n'y a rien qui puisse être aussi effroyable que la pression de l'opinion publique générale. Surtout, n'est-ce pas, quand elle est complètement irrationnelle. Je me souviens que ma femme qui a passé la guerre en Allemagne me racontait à quel point il était pénible, presque angoissant, véritablement, d'aller comme elle le faisait à l'école, en allant dans un sens de la Hauptstrasse de Heidelberg, alors que la plupart des gens se rendaient, le regard tendu et vide, plus ou moins, vers l'endroit où Hitler allait parler, qui était à l'opposé. Alors il fallait aller à contre-courant, et ça c'est justement l'individu que défendra Mill, dont Bentham a mal vu l'importance. C'est peut-être l'individu contre tous ces gens qui, pris par une frénésie, n'est-ce pas, presque incompréhensible, enfin, qui a ses causes, on ne sait pas très bien où les trouver, se rendaient là-bas pour écouter la parole du grand chef. Et alors, aller à contre-courant d'une grande foule qui est ainsi dirigée vers un seul but, c'est quelque chose de difficile. J'ai aussi entendu dire que dans ce régime du nazisme, certains de ceux qui ont résisté le plus à la pression publique, idéologique, énorme du régime, étaient des gens qui passent pour des originaux dans nos sociétés, comme les témoins de Jéhovah et des gens de ce genre, qui ont une forte conviction individuelle ou dans leur groupe, forte conviction dans un sens qui leur permet de faire face et de résister souvent très très courageusement à une idéologie dominante de ce type. En tout cas, Stuart Mill, lui, est partisan des droits de l'individu. Il semble que Bentham, lui, préoccupé avant tout d'organiser la société de manière rationnelle, n'ait pas bien vu
ou n'est même pas vu du tout, le danger qu'il peut y avoir, justement, dans cette pression de l'opinion publique qu'il appelait pression morale, qui disait que l'une des sanctions des actions pour Bentham, c'est justement la pression morale de la société, n'est-ce pas? Et certainement qu'il n'a pas vu à quel point cette pression morale peut être irrationnelle et injuste lorsque un grand nombre de gens se précipitent pour condamner une personne ou un individu qui n'est pas comme les autres. Cela se manifeste déjà au niveau des enfants, n'est-ce pas? Puisque les enfants attaquent très souvent celui qui a une particularité n'est pas comme les autres. Il faut apprendre aux enfants à ne pas faire cela. Alors bon, inutile d'insister sur le fait qu'on retrouve partout chez Bentham une rationalisation à outrance, n'est-ce pas, qui est étouffante si elle empêche l'individu d'exprimer une opinion différente de celle de la majorité, précisément. Alors là, on rejoint ce thème si fréquemment développé par mon collègue Manfred Frank, de ce que les romantiques allemands appelaient la rationalité analytique, qui fonctionne en quelque sorte mécaniquement et machinalement, en atomisant la société et en supprimant les différences individuelles, la spontanéité de l'individu, que Manfred Frank a grand soin de vouloir toujours défendre, à juste titre, du reste, n'est-ce pas? Et en effet, Mill pose la question rhétorique: Is it the proper condition of man to be under the despotism of public opinion? Est-ce que c'est vraiment, n'est-ce pas, la condition normale de l'homme d'être sous le despotisme de l'opinion publique, qui, il le dit dans On Liberty, n'est-ce pas, l'opinion publique peut être aussi tyrannique que les anciens monarques d'autrefois. Alors, avant de parler de Mill, disons peut-être quelques mots de ces reproches que nous venons de voir, adressés à Bentham, de n'avoir vu que la business part de la vie de l'homme et de n'avoir pas d'idée de la conscience morale individuelle. Ce reproche atteint peut-être ce que Mill ne voulait pas, l'utilitarisme lui-même, n'est-ce pas, du moins tel que Bentham le concevait. Pourquoi donc l'idée d'un calcul des plaisirs et des douleurs apparaît-elle si insuffisante pour éclairer le problème moral? Nous avons le sentiment qu'un tel calcul ne rend pas du tout compte de la complexité de la question morale. On a distingué dans la tradition utilitariste l'utilitarisme fondé sur l'acte de l'individu, qu'on a appelé dans le jargon de cette langage d'éthique anglo-saxon, act utilitarianism, qui est un peu intraduisible. On ne peut pas traduire l'utilitarisme de l'acte, ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? C'est simplement un concept qui signifie que dans cet utilitarisme-là, on considère les actes particuliers des individus, chacun de ces actes, et que pour chacun de ces actes, on se pose la question de savoir s'il apporte plus de bonheur ou moins, n'est-ce pas? Et on a distingué cet act utilitarianism de celui qui est fondé sur des règles générales, rule utilitarianism. Là non plus, ça n'a pas de sens de traduire cela par l'utilitarisme de la règle, ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Dans le cas de ce second utilitarisme, on juge de la valeur d'une règle, telle que par exemple « tenez vos promesses », n'est-ce pas? Alors que ce sont les conséquences résultant de l'obéissance à la règle qui sont évaluées, non plus les conséquences de tel ou tel acte particulier.
Alors on aura à ce moment-là, on n'aura pas à considérer chaque acte particulièrement d'une personne, mais on aura à considérer si ces actes sont conformes à telle ou telle règle générale, elles-mêmes des règles qui sont évaluées selon le principe d'utilité, n'est-ce pas? Bentham est généralement classé dans la première catégorie avec Mill, mais enfin, que l'on envisage l'acte ou un ensemble d'actes soumis à une règle, il demeure qu'il paraît insuffisant de mesurer la valeur morale des actes par leurs conséquences pour le bonheur général dans un calcul des plaisirs et des douleurs. Alors, je poursuivrai cette analyse pour parler ensuite de Mill, et puis nous en viendrons après, à la fin de ce cours, aux critiques formulées par Rawls, par exemple, n'est-ce pas? On va peut-être s'arrêter un moment avant que nous commencions donc le travail. J'ai un petit peu peur, madame, d'avoir un peu empiété sur vos plates-bandes parce que je n'ai pas prévu que le passage dont je parlais maintenant, je n'ai pas pris conscience que ce dont je parlais maintenant était tellement proche de ce que je vous ai donné comme sujet. Mais enfin, il y a de quoi discuter suffisamment, je crois, sur ce genre de problème pour que nous ne nous répétions pas, n'est-ce pas? Alors, disons que nous reprenons les choses mettons, à écart, ça nous mène jusqu'à 4 heures, mais ça ne fait rien. Il vaut mieux s'arrêter quand même un petit moment avant l'exposé. Attendez, je vais arrêter cet engin.